Les comètes survivent, on sait que les comètes survivent à plusieurs passages. On peut calculer que l'érosion peut correspondre à plusieurs mètres de surface planétaire à chaque passage pour les comètes qui ne passent pas trop près du Soleil. Évidemment, la comète Ison, c'était un cas extrême. Elle a probablement dû évaporer toute sa glace presque en un seul coup. Et quelques mètres à chaque passage, ça permet quand même de résister des noyaux qui font plusieurs kilomètres, 50 kilomètres comme les comètes peuvent survivre. Effectivement, elles survivent. Question oui, une question qui n'a pas du tout été abordée dans votre exposé. Merci. L'exposé, c'était formidable. C'est sur la forme des ellipses de ces comètes. Elles ont un très grand axe, elles ont un tout petit axe. Et est-ce que c'est dû au Soleil? Et maintenant, est-ce que ces ellipses sont dans l'écliptique du Soleil où elles sont plus ou moins penchées? Et maintenant, par rapport à l'écliptique de la galaxie, comment elles se situent? Est-ce qu'elles ont des formes très particulières? Est-ce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres? Ouais, d'abord, par rapport, tout de suite, je dis cette partie-là, par rapport à la galaxie, il n'y a rien de privilégié par rapport à la galaxie, à notre connaissance. Sans quoi, les comètes, on distingue les comètes à courte période, qui reviennent, disons, à l'échelle humaine, tous les 6 ans, tous les 12 ans, ou des périodes typiquement moins de 200 ans. Alors, ces comètes-là, elles sont dans l'écliptique, effectivement. Et on les appelle les comètes de la famille de Jupiter, parce qu'elles sont souvent en interaction avec Jupiter. Jupiter a perturbé leurs orbites. Sans quoi, il y a des comètes à plus longue période. Il y a des comètes qu'on appelle tellement longues qu'on n'arrive pas à les déterminer. Des comètes qui viennent ici pour la première fois et qu'on ne reverra jamais. Ces comètes, on pense qu'elles viennent d'un endroit hypothétique qui s'appelle le nuage de Oort, qui se comporte un petit peu comme un réservoir de comètes. Il faut savoir aussi que les orbites des comètes sont en perpétuelle perturbation, à la fois par les planètes, par Jupiter, et aussi par ce qu'on appelle les forces gravitationnelles. Parce que l'évaporation du gaz, qui se fait préférentiellement d'un côté, celui qui a été chauffé, fait une sorte d'effet fusée qui perturbe les orbites. Alors, la perturbation des orbites des comètes peut les amener à passer d'une orbite fermée, une orbite elliptique, à une orbite elliptique, à une orbite hyperbolique, si bien que celle-là, elle quitte le système solaire. Ah bon, merci. Alors on pourra faire un exposé entier sur les orbites. Mais justement, le fait que la comète se déplace relativement rapidement sur le fond du ciel, comment vous faites pour suivre ça en radioastronomie? Vous avez un mouvement comme pour les télescopes optiques? Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il y a un mode de suivi, de poursuite, on appelle ça la poursuite. Parce que c'est relativement rapide, une comète. C'est relativement rapide. Bon, il a bien fallu le faire pour les planètes. Les comètes, c'est peut-être un petit peu plus rapide, mais c'est pas ça qui change fondamentalement. Donc, on tient compte du déplacement de la comète. Oui, mais on tient compte du déplacement de la comète. Donc, le radiotélescope la suit, en fait. Oui. Bon, c'était quelque chose qui a été difficile à mettre au point et surtout difficile à contrôler. Parce qu'on ne voit pas la comète. Ah ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les radiotélescopes et les comètes? Oui. Eh bien, Quelle est la différence entre un maser et un laser? Ah, laser et laser. Enfin, comme effet.
la différence, c'est un L ou un M. Alors, L, c'est pour light, Tu ne t'en sortiras pas comme ça. et M, c'est pour microwave. Donc, le laser est l'équivalent d'un laser, mais ça fonctionne en radio. Le laser fonctionne dans dans le fusil. C'est donc la longueur d'onde qui change. C'est la longueur d'onde. Uniquement. Mais l'effet est le même. Les faits sont pas tout à fait fondamentalement, c'est le même. Des mécanismes d'excitation qui peuvent être différents, bien sûr. Ok. Encore une question ou pas? On va prendre... Oui. On va peut-être prendre la dernière, parce que ce soir, on ne va pas trop traîner à cause de la grève. Oui, combien de temps faut-il pour faire une mesure de spectre? Alors, le radiotélescope de Nancy est un radiotélescope méridien, c'est-à-dire qu'il observe les astres que lorsqu'ils passent aux alentours du méridien. Et je vous ai montré, il y a un chariot qui permet tout de même de les poursuivre, et on peut les poursuivre pendant environ 1 heure. Donc c'est ce qui limite la durée des observations, c'est typiquement 1 heure. Ouais. Et ça, c'est suffisamment, le temps est suffisamment long pour donner une précision de mesure. Ben, c'est une contrainte, de... Enfin, c'est la limite de la précision. Oui, c'est la limite de sensibilité. Alors, on peut... Nos collègues qui ont des télescopes totalement orientables peuvent observer une comète donnée pendant plusieurs heures à Arecibo ou à Greenbank, et donc ils ont une meilleure sensibilité. Mais leur temps de télescope est plus cher et plus difficile à obtenir. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter là ce soir. On remercie Jacques Olivier. J'espère que vous pourrez tous...